Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien le son et si vous voyez bien l'image, tout simplement pour que le direct se passe du mieux possible. En tout cas, voilà, je suis extrêmement heureux de vous entendre. Donc a priori, Daniel entend très très bien, donc tout va bien. On va pouvoir donc démarrer assez rapidement. On va attendre juste quelques petites secondes que tout le monde ait le temps de se connecter. En tout cas, pour ceux qui sont déjà connectés, bah, c'est vraiment un pur bonheur de vous retrouver pour ces moments des directs de la rénovation sur un thème bien spécifique ce soir. On va voir ensemble comment bien choisir ses menuiseries lorsqu'on rénove. Alors, je voulais vraiment remercier tous les membres du Discord, hein, de cette communauté qui ne cesse de grandir et c'est vraiment un pur bonheur de voir les échanges et de pouvoir aussi partager avec vous des informations tout à fait pertinentes. Donc, vraiment, c'est d'un bonheur de partager ces moments et j'espère que ça vous aide et que ça va vous permettre d'avancer sur vos projets respectifs. Alors, on va démarrer tout de suite. On part pour 15 à 20 minutes maximum. Alors, comme je suis un peu bavard, je vais quand même me mettre un chronomètre pour mesurer le temps et essayer de tenir ce délai. Voilà. Alors, en fait, donc on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet de suite. Qu'est-ce qui va finalement conditionner le choix d'une menuiserie? Ben, c'est bien souvent ses performances thermiques. Et ces performances thermiques sont déterminées par un coefficient qu'on appelle le coefficient thermique, le UW qui est pour Windows, et c'est un coefficient thermique global pour une fenêtre. Alors d'abord, on va voir ensemble euh, qu'est-ce qui se passe physiquement en fait. Pourquoi il y a des pertes de chaleur par les fenêtres, hein. On avait vu la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de comment calculer l'épaisseur d'un isolant, bah, qu'en fait, il y avait les défauts d'isolation étaient responsables de énormément de déperditions thermiques. Donc, il y avait un phénomène physique. Donc, 75% des déperditions thermiques sont directement liées à un défaut d'isolation et 10 à 15% par les fenêtres. Alors, finalement, comment la chaleur s'échappe d'une fenêtre? Eh bien, elle s'échappe par trois endroits. Le premier endroit, c'est le vitrage. Alors, le vitrage, ben, la vitre en elle-même est un matériau qui est étanche. D'ailleurs, si vous avez chez vous, par exemple, un aquarium, ben, l'eau ne transpire pas par le vitrage, hein, donc c'est bien un matériau étanche. Donc, première question, finalement, c'est comment fait la chaleur pour s'échapper par le vitrage alors que le vitrage est étanche? Ben, tout simplement, elle s'échappe essentiellement par du rayonnement. Donc, les pertes de chaleur par le vitrage sont liées à un rayonnement. Donc, tout simplement, les molécules d'air qui sont chaudes sont excitées, hein, l'air se dilate, et donc elles émettent un rayonnement de chaleur, et c'est ce rayonnement de chaleur qui transpire par les vitrages. Deuxième endroit par lequel on va avoir des déperditions thermiques, c'est tout simplement par les montants. Les montants, le cadre et les montants de la menuiserie, qu'ils soient en bois, en PVC, en aluminium, on le verra un petit peu plus tard, et donc, c'est également par ces matériaux, hein, qui viennent finalement bloquer le vitrage et entourer le vitrage par lequel on va avoir des déperditions de température. Et puis, dernier élément, c'est la pose. Si vous avez une fenêtre qui est extrêmement performante, mais que votre installateur a mal posé la fenêtre, a mal fait l'étanchéité autour de la fenêtre, bah, vous allez tout simplement avoir des pertes de chaleur. Alors, on ne verra pas ce soir la pose, on fera très certainement un direct spécifique à comment finalement poser une menuiserie dans de bonnes conditions et surtout quel type de pose dans une rénovation. Donc, ce soir, on va vraiment se focaliser sur la qualité et les performances thermiques de la fenêtre. Alors, je reviens sur le coefficient thermique, le UW, hein, le fameux UW. Ben, il faut savoir que plus le UW est bas, plus la valeur du coefficient thermique est basse, meilleure sera l'isolation de la fenêtre. Alors, je vous ai mis ici les valeurs réglementaires qu'on doit atteindre quand on fait une rénovation, les valeurs réglementaires qui sont données notamment dans la RT dans l'existant. Je rappelle que la réglementation thermique dans l'existant date de 2007, qui a eu une révision des valeurs en 2017, mais que c'est quand même une réglementation qui est vieillissante, hein. D'ailleurs, il y a un certain nombre de professionnels dans le bâtiment, dont je fais partie, qui réclament une réglementation, une nouvelle réglementation énergétique dans l'existant.
Alors, bien évidemment, si vous voulez mettre les valeurs à jour par rapport à ce qui se pratique actuellement, voilà ici la valeur cible du W. Donc, concrètement, la valeur dans la réglementation thermique de l'existant, on va plutôt viser une valeur inférieure ou égale à 1,9. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on va viser une valeur de 1,5. Il faut savoir que lorsqu'on parle du UW, le coefficient thermique global d'une fenêtre, on tient compte également de ses équipements et particulièrement des volets. Si vous voulez augmenter les performances thermiques d'une fenêtre, il faut l'équiper d'un volet, que ce soit des volets pleins, des volets persiennés, des volets roulants, électriques, pas électriques, quel que soit le type de volet, le fait de mettre un volet va augmenter considérablement les performances thermiques de votre fenêtre. Alors, qu'est-ce qui conditionne finalement le coefficient thermique, le UW, d'une fenêtre? Eh bien, en fait, c'est d'abord les performances thermiques du vitrage, hein, le fameux UG, donc le coefficient thermique du vitrage, G pour glazing en anglais, qui veut dire vitrage, et le coefficient thermique du cadre, le UF, donc F pour frame, qui veut dire châssis en anglais. Donc tout simplement, la performance d'une menuiserie sera conditionnée par ces deux éléments, le vitrage et les montants. Alors maintenant, on va voir comment choisir le meilleur vitrage et comment choisir le cadre le plus performant. Alors on va commencer par le vitrage. Alors je vous ai fait un travail de synthèse pour vous donner finalement les valeurs du coefficient thermique en fonction du vitrage choisi. Là encore, pour le coefficient de déperdition thermique, le coefficient thermique du vitrage, le UG, plus la valeur est basse, meilleure sera la performance du vitrage. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Ben, on voit tout simplement que le simple vitrage que l'on employait dans le temps, hein, qui s'emploie vraiment très très peu, sauf dans le cas de rénovation de bâtiments historiques où quelquefois on n'a pas le choix, on est obligé de rester en simple vitrage pour respecter tout simplement l'histoire du bâtiment et le patrimoine, lorsque c'était vraiment un patrimoine extrêmement protégé. Mais concrètement, la plupart des rénovations aujourd'hui, on n'emploie plus le simple vitrage parce qu'il a un coefficient thermique qui est extrêmement fort. Et puis après, dans le temps, on a développé le double vitrage à lame d'air. Donc on voit que là, le coefficient de déperdition thermique a été quasiment divisé par plus de 2. Hein. Donc le fait d'avoir fait le double vitrage a considérablement amélioré les performances thermiques des vitrages. Alors, comment est constitué un double vitrage? Donc, c'est très simple, je vous ai mis une petite coupe. On a là le cadre, on a le vitrage à l'intérieur, on a un vitrage qui donne côté extérieur, et entre les deux, on a un volume qui est occupé par un gaz. Alors, le fait d'être occupé par une lame d'air, on obtient un coefficient thermique de 2,2. Et puis, on a découvert un gaz qui s'appelle l'argon et qui, aujourd'hui, finalement, est le gaz le plus utilisé hein, pour les doubles vitrages et qui, lui, finalement, est incolore, inodore et surtout, il a une conductibilité thermique beaucoup plus faible que l'air. Hein, donc, il augmente les capacités thermiques du vitrage. Ensuite, il y a un autre traitement, donc c'est le traitement faible émissivité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit tout à l'heure, les pertes de chaleur se pratiquent, se font par rayonnement. D'accord? Et donc, on a eu l'idée, enfin les industriels ont eu l'idée d'appliquer un film métallique transparent à l'intérieur du volume occupé par le gaz d'argon ou le gaz ou l'air, pour venir traiter le vitrage et empêcher le rayonnement. Donc en fait, ce film métallique agit comme un miroir en fait et reflète les différents rayonnements thermiques, donc les pertes de chaleur. Et là, on s'est aperçu qu'on a augmenté considérablement la capacité thermique des vitrages. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le double vitrage lame d'argon faible émissivité, c'est le double vitrage qui est le plus posé en France. Hein, donc c'est devenu quasiment la norme. Vous avez ensuite le triple vitrage, mais que l'on emploie assez peu en France parce qu'on est dans un pays tempéré, hein, donc c'est plutôt les pays scandinaves, les pays du Nord, ou encore le Canada qui emploie très fortement le triple vitrage. Mais dans nos régions, en tout cas en France, c'est bien le double vitrage lame d'argon faible émissivité. Donc vous, dans le choix d'une menuiserie, ce que vous devez vraiment vérifier avec votre installateur, surtout, c'est qu'ils vous mettent un double vitrage lame d'argon, donc avec du gaz d'argon et avec le traitement faible émissivité, parce que c'est ça qui va vous donner une performance thermique accrue au niveau du vitrage. OK? Alors, maintenant, on va voir comment choisir son cadre. Alors, de la même façon, je vous ai fait un travail. Il faut savoir que les cadres, il y a 3 types de matériaux que l'on emploie, le PVC, le bois ou l'aluminium. D'accord? Et encore une fois,
plus le coefficient de déperdition thermique est faible, meilleure sera la performance thermique du matériau. Et bien, on s'aperçoit très rapidement que le bois vient en tout premier. C'est le matériau thermique le plus performant pour le cadre des menuiseries. Alors, d'ailleurs, on voit l'écart qu'il y a avec l'aluminium, hein. C'est un rapport de 1 à 7 à 8, hein. Tout simplement parce que le bois ne conduit pas la chaleur alors que le métal conduit la chaleur. Si vous avez l'occasion de le faire, faites une expérience, hein. Vous prenez un bois sec, hein, je précise bien sec, c'est-à-dire sans présence d'humidité, hein. Il ne faut pas que le bois soit gorgé d'eau. Vous prenez un bois sec, vous le mettez à l'extérieur, vous prenez un bout de métal, vous le mettez à l'extérieur par temps froid, la nuit, l'hiver. Vous venez le lendemain matin, vous prenez le bout de bois, ben, il est tout simplement neutre en termes de température, il va être frais, mais pas froid, alors que le bout de métal sera vraiment froid. Donc, on s'aperçoit bien que cette différence-là fait que le bois est beaucoup plus performant. Alors, pourquoi finalement on va utiliser l'aluminium? Ben, pour une raison simple, c'est que l'aluminium a de très mauvaises performances thermiques. Par contre, il a de meilleures performances mécaniques. Il a des caractéristiques mécaniques plus importantes que le bois. Ce qui fait qu'on peut faire des menuiseries avec des profilés beaucoup plus fins, hein. Et c'est pour ça que l'aluminium est beaucoup employé dans les standards plutôt haut de gamme. On va aller chercher du haut de gamme parce qu'on arrive finalement à avoir des profilés, des menuiseries beaucoup plus fines, beaucoup plus élégantes, et donc à optimiser finalement ce qu'on appelle le clair de vitrage, c'est-à-dire la surface de vitrage. L'aluminium permet également de faire des baies coulissantes avec des dimensions très importantes. Par exemple, dans le logement neuf, lorsque les promoteurs veulent faire des économies d'échelle, ils vont proposer plutôt des menuiseries type PVC, sauf dans les séjours, lorsqu'il y a des baies coulissantes qui font plus d'1,80 m, ben, au-delà d'1,80 m, le PVC ne résiste plus et donc on est obligé systématiquement de passer avec de l'aluminium. Donc les industriels finalement ont essayé de travailler ce matériau, ils ont incorporé ce qu'on appelle des rupteurs de pont thermique, c'est à l'intérieur des cadres, il y a des dispositifs qui permettent finalement de parer ces déperditions thermiques, hein. Donc on améliore considérablement les capacités thermiques avec des rupteurs de pont thermique, mais on voit qu'on est bien au-dessus du bois. Et puis, il y a le fameux bois aluminium. Donc là, en fait, on a une menuiserie qui est en bois et qui est recouverte d'aluminium pour l'esthétique. Il n'y a aucun intérêt puisque finalement, les sections des châssis correspondront à celles du bois. Esthétiquement, ça peut apporter un certain intérêt, mais en tout état de cause, on a des performances techniques équivalentes au bois et surtout, le prix du bois aluminium est beaucoup plus important que le bois. Alors, je vous ai mis cette information, hein, vraiment, l'aluminium est le deuxième matériau le plus conducteur de chaleur après le cuivre, hein. Donc, c'est vraiment un très mauvais isolant thermique. Donc, concrètement, lorsque vous faites une rénovation, privilégiez le bois. Moi, quand j'ai rénové, là, les menuiseries, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais les menuiseries que j'ai derrière, c'est tout simplement du bois. Dans l'ancien, ça apporte un cachet plus important que l'aluminium et le PVC. En tout cas, ça, c'est un avis tout à fait personnel. En plus, l'avantage du bois, c'est qu'on peut structurer des modélatures, c'est-à-dire qu'on peut créer des liserés. Par exemple, moi, dans mes menuiseries, j'ai incorporé des bois, des petits bois à l'intérieur du double vitrage pour recréer finalement les carreaux que faisaient nos anciens. J'ai créé des modélatures, j'ai mis une poignée champagne. Enfin voilà, j'ai vraiment recréé une menuiserie comme c'était lorsque j'ai acheté la maison, que j'avais des vieilles menuiseries qui dataient de plus de 30 ans, mais j'ai refait exactement les mêmes menuiseries, si ce n'est que j'ai apporté des performances thermiques beaucoup plus importantes. Voilà. Donc pour le cadre, le bois de prévalence, surtout dans la rénovation, parce que très sincèrement, ça va apporter du cachet. Alors, ensuite, il y a un autre élément qui est extrêmement dimensionnant. On en parle assez peu, mais je vais vous en parler ce soir parce que je trouve que c'est quand même un indicateur qui est très important, c'est l'affaiblissement acoustique de vos menuiseries. Il faut bien comprendre qu'en fonction de l'exposition où vous vous trouvez, si vous êtes en bord d'autoroute, vous ne devrez pas avoir le même affaiblissement acoustique que si vous êtes en pleine campagne. Et donc, il y a des niveaux d'exposition que j'ai définis. Alors, très sincèrement, si vous faites appel à un acousticien, l'acousticien vous dira moi, sans études acoustiques sur le terrain, je ne peux pas définir votre classe d'exposition. Bon, concrètement, avec l'expérience, je me suis aperçu que toutes les études acoustiques que j'ai pu faire dans les différents projets que j'ai faits, globalement, on retrouve 3 classes d'exposition avec 3 niveaux d'affaiblissement acoustique.
On a l'exposition au-dessus d'une voie avec un fort trafic. Par exemple, si vous êtes au bord d'une autoroute, si vous êtes au bord d'une départementale ou d'un périphérique parisien, par exemple, et ben là, vous allez prendre plutôt un affaiblissement acoustique de 35 décibels. dB, ça veut dire décibels. Au-dessus d'une voie de trafic normale, par exemple, lorsque vous êtes en cœur de ville, que vous avez une voie avec un trafic normal, vous allez plutôt prendre un affaiblissement de 32 décibels. Et si vous êtes au-dessus d'une voie sans trafic ou à trafic faible, vous allez plutôt viser un affaiblissement de 30 dB. Alors, je vous ai mis ici l'extrait d'une étude acoustique que j'ai fait faire sur un gros programme de rénovation. Et on voit que là, finalement, l'acousticien a défini plusieurs classes d'affaiblissement. Hein, et on retrouve bien ce que je vous ai dit. Hein. Ici, cette façade qui était exposée, qui était à 10 mètres d'une départementale, hein, sur la droite, a été classée avec un niveau d'affaiblissement normal, et donc avec un affaiblissement de 32 MBA dB, décibels, hein, c'est ce que l'on voit en bas, en rouge. Et puis le reste du programme, qui lui n'était pas en contact direct avec une voie à fort trafic, hein, et également la partie du bâtiment qui était à l'extérieur, et bien là, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini une classe d'exposition avec un affaiblissement de 30 dB. Donc ça rejoint exactement ce que je vous ai dit là. En dehors du fait d'être vraiment au bord d'une voie à fort trafic, où il faut viser un 35 dB, généralement on se situera entre 30 et 32 dB. Alors bien évidemment, vous apercevez que sur un même projet, en fonction de l'exposition de votre façade, vous allez pouvoir optimiser votre affaiblissement acoustique. Hein. Vous pouvez prendre par exemple sur la façade sud un affaiblissement de 32 et puis la façade nord un affaiblissement de 30. Et surtout, ça va vous permettre d'optimiser le prix parce que plus vous demandez une classe d'affaiblissement importante, et bien évidemment, plus le prix sera important. Voilà pour ça. Dernier élément dimensionnant, c'est ce qu'on appelle le facteur solaire. Alors, qu'est-ce que le facteur solaire? Le facteur solaire, en réalité, c'est la quantité de rayonnement solaire que va autoriser le vitrage. Hein. Donc, la valeur de ce facteur solaire est comprise entre 0 et 1. Et concrètement, si j'ai un facteur solaire de 0,5, ça voudra dire que mon vitrage va laisser passer 50% du rayonnement solaire. Donc, concrètement, plus la valeur du facteur solaire est importante, plus la part de rayonnement solaire que laissera passer mon vitrage sera importante. Alors, il faut savoir que dans la réglementation thermique dans l'existant, les valeurs réglementaires sont comprises entre 0,10 et 0,65, c'est-à-dire entre 10% et 65%. 10%, c'est extrêmement faible. Hein. Ce sont des verres où quasiment il y a zéro lumière qui passe. Et bien évidemment, ça va dépendre de votre classe d'exposition, de l'altitude, de la région dans laquelle vous êtes. Et c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc, je vais, pour faire simple, vraiment pour faire simple, ce soir, je vais vous donner en fait la valeur que moi j'utilise de manière classique. Alors, il faut savoir qu'il y a une équation un petit peu difficile à résoudre. La première, c'est quoi? C'est de dire qu'en hiver, le facteur solaire doit être le plus élevé possible pour maximiser les apports solaires. Tout simplement, en hiver, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher de la luminosité, on va rechercher des apports solaires parce que c'est de la chaleur gratuite. La chaleur, le rayonnement solaire, en fait, va rentrer à l'intérieur de votre habitation par l'intermédiaire du vitrage, après, à l'intérieur de votre habitation, ça va fonctionner comme un effet de serre, c'est-à-dire que la chaleur va rester, le rayonnement du soleil va vous apporter de la chaleur naturelle. Donc, on va, en hiver, chercher le facteur solaire le plus important. Par contre, en été, c'est l'inverse. En été, on va faire rentrer le moins possible de rayonnement solaire pour éviter justement les surchauffes. Et c'est là où il y a une équation un petit peu difficile à résoudre. Alors, par l'expérience, moi, ce que je vous recommande fortement, c'est de prendre un facteur solaire pour vos verres de 0,65, c'est-à-dire avec, donc c'est un coefficient plutôt vers le haut. Hein. Moi, je vais chercher beaucoup de luminosité. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas que les apports solaires, il y a aussi un problème physiologique. On a besoin de lumière, on a besoin de luminosité à l'intérieur de nos habitations. Donc, il faut, en hiver, faire rentrer le maximum de lumière. Donc, moi, je vais systématiquement viser des facteurs solaires de 0,65 sur les vitrages. Par contre, pour l'été, je vais accompagner mon vitrage de protection solaire au sud pour éviter les surchauffes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les protections solaires? Tout simplement, ce sont des volets. Hein, par exemple, dans le sud de la France, on a les volets persiennés. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère, lorsqu'on arrivait au point chaud, c'est-à-dire les ensoleillements sur les vitrages, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle fermait
tout simplement les persiennes. L'avantage des persiennes, ce sont des lames qui permettent d'éviter le rayonnement direct du soleil sur le vitrage, mais en même temps qui laissent passer un petit peu de luminosité, ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait dans le noir. Et très sincèrement, sur ma maison, je suis également dans le Var, je suis dans le sud de la France, ben, j'ai fait des volets persiennés, et j'ai fait des volets persiennés en bois, parce que, encore une fois, le bois permet d'améliorer les performances thermiques, hein. Il y en a beaucoup qui font des volets en aluminium ou en PVC. Sachez que les volets en bois améliorent considérablement les performances thermiques et surtout les protections solaires. Voilà pour ça. Alors, en synthèse, ben, pour bien choisir ces fenêtres en rénovation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, de manière systématique, avoir un double vitrage avec une lame d'argon et un traitement faible émissivité. Ça, c'est la norme. Il ne faut pas y déroger. Ensuite, il faut privilégier le bois ou le PVC. Alors, le PVC, je le mets parce que, malgré tout, il y a des bonnes performances thermiques, mais très sincèrement, bon, ce sont des produits qui sont issus de l'industrie pétrochimique, donc c'est quand même des matériaux qui sont extrêmement polluants. Effectivement, en fonction de la période, le PVC peut être un petit peu moins cher que le bois, voire des fois beaucoup moins cher que le bois. Ce n'est pas une évidence, hein, puisqu'aujourd'hui, avec l'inflation et les coûts de l'énergie qui ont augmenté, bah, finalement, les produits pétrochimiques ont tendance à plutôt voir par le haut. Et le bois, finalement, même si effectivement il y a eu une grosse augmentation sur le coût, les prix ont tendance plutôt à se stabiliser. Mais en tout cas, d'un point de vue thermique, hein, je parle bien d'un point de vue thermique, il faut privilégier le bois. Et après, moi, je choisis le bois systématiquement dans les rénovations dès que je le peux pour des raisons esthétiques, parce que ça apporte beaucoup de cachet à l'ancien. Il faut viser un coefficient de déperdition thermique globale de la fenêtre, hein, c'est-à-dire fenêtre plus occultation, volet, compris entre 1,5 et 1,9. Et ça, ce sont des valeurs avec lesquelles vous pouvez discuter directement avec votre installateur. Viser un affaiblissement acoustique compris entre 30 et 35 dB en fonction de votre exposition, de l'exposition de vos fenêtres, et viser un facteur solaire de 0,65 avec protection solaire au sud pour éviter les surchauffes. Voilà pour ça. On a fait le tour. J'espère que voilà, on a respecté le délai, hein. J'ai été un tout petit peu plus bavard. On est passé à 20 minutes, quasiment 21 minutes. J'espère que ça vous aide énormément. Et puis, avant de répondre aux questions, je vais prendre quelques questions, évidemment. N'oubliez pas, la technique, les matériaux, les réglementations, ça change, mais les principes de réussite sont éternels. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Rénovation gagnante, que vous pouvez tout simplement rejoindre ou prendre des informations en flashant le QR code. Je vais rapidement vous mettre le lien avant de répondre aux questions qui sont relativement nombreuses. Voilà, donc vous avez ici le lien pour donc avoir tous les renseignements sur le programme Rénovation gagnante. Et vous pouvez également prendre un rendez-vous téléphonique sur ce lien de 20 minutes avec moi pour échanger et prendre des informations sur le programme Rénovation gagnante. Alors voilà, maintenant je vais prendre les questions. Et donc, alors Daniel qui dit, y a-t-il des verres feuilletés qui gèrent la réflexion des rayons différemment selon l'inclinaison du soleil été-hiver? Alors, pas à ma connaissance, si ce n'est… Alors, le verre feuilleté, en fait, c'est souvent, on utilise le verre feuilleté pour la résistance, hein. C'est-à-dire qu'en gros, un verre feuilleté, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand, par exemple, vous jetez une pierre sur un vitrage, ben, le vitrage ne va pas se casser, hein. Il va y avoir une espèce d'effet d'araignée. Donc, en fait, pour moi, les verres feuilletés, c'est plutôt pour la partie sécuritaire du vitrage, pour éviter tout simplement que le vitrage casse, comme quand on casse un verre par terre. Donc là, les vitrages restent. Alors après, vous avez des traitements qui vont venir finalement refléter le rayonnement du soleil. Donc on a certains, par exemple, dans les gratte-ciel, hein, dans les gratte-ciel ou dans les bâtiments qui sont en verre, souvent on a l'impression d'un effet miroir. En fait, c'est le verre qui est traité. Pourquoi? Pour éviter des surchauffes, même en hiver, hein, à l'intérieur des bâtiments qui sont en façade en verre. Donc, on a des traitements comme ça qui vont refléter complètement le rayonnement du solaire. Et donc là, ça empiète directement sur le facteur solaire que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, on empêche le rayonnement solaire
de rentrer à l'intérieur. Donc souvent, dans les bâtiments en verre, on n'a pas forcément la sensation d'une luminosité, on a plutôt la sensation d'un éclairage constant, mais pas forcément la sensation d'une forte luminosité, hein. Donc c'est tout simplement les verres qui sont traités, et évidemment, le feuilletage va permettre de sécuriser le verre pour éviter, en cas d'impact, que le verre casse. Alors Daniel dit, je ne pense pas que ce soit le bon terme. Oui, non, en fait, ce sont des traitements. Donc, on peut additionner vraiment tout un traitement. Et plus vous mettez de traitements, et plus, bien évidemment, le prix de la menuiserie va augmenter. Donc, ce que je vous ai donné ce soir comme indication, on est dans le cadre d'une rénovation standard. Vous achetez un appartement, vous achetez une maison, vous voulez rénover, vous êtes un particulier. Les informations que je vous ai données, c'est les informations minimales à savoir pour ne pas se faire arnaquer, tout simplement, hein, pour éviter d'avoir un installateur qui vous pose simplement un simple vitrage ou un double vitrage avec à lame d'air sans traitement à faible émissivité. Parce que ça, forcément, tout ce que je vous ai dit ce soir, ça vous permet vraiment d'obtenir de bonnes performances thermiques, hein. Voilà. Après, il y a des cas particuliers. Par exemple, là, j'ai suivi une opération de loin, hein, dans le centre d'Antibes, où ils ont fait une façade origami en vitre pour un cinéma. Là, je peux vous dire que les vitrages ont des traitements vraiment très spécifiques pour éviter les apports, les rayonnements et les surchauffes. Alors après, il y a une autre question qui me dit, le bois, c'est bien, mais il faut l'entretenir. Alors là, il y a une croyance populaire autour du bois. C'est vrai que nos anciens, moi j'ai connu mon grand-père, hein, dans la maison de vacances, qui démontait les fenêtres l'été pour les poncer et les repeindre. Et c'est fini tout ça, c'est fini. Moi j'ai changé mes menuiseries, elles sont en bois, je les ai changées il y a 10 ans. Depuis 10 ans, je n'ai pas démonté la fenêtre pour la repeindre, hein. Donc le bois, en fait, aujourd'hui, les industriels utilisent des bois qui sont imputrescibles, qui sont traités, qui résistent, en fait, qui ne bougent pas à l'humidité. Les bois ne se déforment plus à l'humidité. Et surtout, il y a des traitements qui permettent réellement de conserver la qualité de la menuiserie pendant vraiment extrêmement longtemps, hein. Donc, il est probable que le jour où je change mes menuiseries, je changerai la menuiserie complète parce que je rénoverai de nouveau ma maison dans 10 ou 15 ans. Ça fera 25 ans que j'aurai fait mes travaux. C'est à peu près la moyenne. Et Daniel qui dit, et la peinture, non, même la peinture, hein, moi, j'ai pas refait les peintures, hein. D'ailleurs, je vous conseille pas de le faire parce qu'effectivement, après, c'est là où les menuiseries travaillent, elles restent collées quand on les ouvre et tout ça. Non, il faut vraiment appliquer. Ce sont des produits qui sortent d'usine, hein, avec des bois imputrescibles, il y a des traitements, il y a de la peinture qui est faite dessus, et très sincèrement, ça ne bouge pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème, et dans toutes les rénovations que j'ai fait, même sur des gros programmes, quand on emploie du bois, très sincèrement, ça ne bouge pas. Et dans la période de décennale, hein, de garantie décennale, je ne suis jamais intervenu sur une menuiserie bois, hein, voilà. Alors, j'ai une autre question de Marie qui demande quel est le système idéal pour optimiser le confort d'été? Alors, si vous voulez vraiment le système idéal, il faut respecter tout ce que je vous ai dit en termes de valeur. Il faut compléter avec des protections solaires pour l'été. Alors, vous pouvez très bien mettre ou des casquettes. Donc, comment dire, en fonction de votre région, les casquettes vont être plus ou moins larges pour justement empêcher le rayonnement solaire direct sur la menuiserie. Mais les volets en bois, hein, voilà, les volets en bois permettent également de très largement diminuer le facteur solaire, hein, c'est-à-dire le rayonnement solaire qui rentre à l'intérieur de votre bâtiment. Et moi, c'est ce que je fais naturellement, hein. Ce que je fais naturellement en été, je ferme les fenêtres, bien évidemment, je ferme les volets aux heures chaudes de la journée dès que le soleil est haut et qu'il tape sur les vitrages. Et ça permet vraiment de conserver un confort d'été. Après, le confort d'été, il y a également le confort d'hiver. Voilà, là, il y a une question avec confort d'hiver, point d'interrogation. Sachez que c'est la même chose, hein. Moi, par exemple, j'ai fait plusieurs expériences chez moi avec un thermomètre. J'ai laissé les volets ouverts la nuit par temps froid au mois de février et j'ai fermé les volets le lendemain. Je peux vous dire que la température, on est en train de parler de 1 à 2 degrés à l'intérieur de la pièce, hein. Donc, en termes de ressenti corporel, c'est énorme. Donc, bien évidemment, l'hiver, la nuit, il faut fermer les volets. Le jour, il faut les ouvrir pour avoir le maximum de luminosité, de rayonnement solaire à l'intérieur. Et si vous voulez vraiment avoir un système très performant pour augmenter les performances thermiques, hein, et éviter les déperditions, il faut y mettre des rideaux.
des rideaux en tissu. Alors, il y en a qui aiment, mais il y en a qui aiment pas, hein, tout simplement. Mais en tout cas, au niveau thermique, le fait de mettre des rideaux en tissu, ça va très largement vous améliorer le système complet, c'est-à-dire menuiserie, bois avec double vitrage, faible émissivité, lame d'argon, les volets en bois qui sont fermés et les rideaux derrière qui viennent fermer l'ensemble. Voilà pour ça. Alors, je pense avoir répondu à toutes les questions. En tout cas, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir été présent à ce direct. J'espère que ça vous aide. Et bien évidemment, on poursuit puisque je vais, dans les prochaines semaines, continuer à faire ce type de direct pour vous aider et vous apporter un maximum d'informations techniques et de valeurs de manière vulgarisée et simplifiée pour vous permettre tout simplement de vous aider. Voilà, j'espère que ça aide. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie et je vous dis à très très vite pour un prochain direct. Bye bye et bonne soirée.